Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour ce nouveau journal de l'information. Voici les titres. L'entente est notre meilleur choix, une déclaration signée Tamam Salam à la reprise des travaux du Conseil des ministres après 2 semaines de suspension. Violent combat à Alep entre forces du régime et rebelles au lendemain de l'attaque du siège des services de renseignement de l'armée de l'air. En visite à Riyad, John Kerry affirme que seul le P5+1 et Téhéran ont leur mot à dire sur le programme nucléaire iranien, un message clairement adressé à Benyamin Netanyahou. Et à suivre également dans ce journal, l'agresseur dont l'ambassadeur américain à Séoul placé en garde à vue. Le diplomate a été blessé au couteau par un militant nationaliste. Le Conseil des ministres s'est réuni ce jeudi après une suspension des réunions qui a duré 2 semaines. Tamam Salam avait décidé d'interrompre les travaux de la dernière réunion du cabinet en raison de divergences entre les ministres. Le Premier ministre a affirmé que le consensus ne doit pas mener à la paralysie au sein de son gouvernement, d'autant que la majorité des sujets proposés sont liés à des questions en rapport avec la vie quotidienne. Il estime ainsi que l'entente est le meilleur choix dans la situation dans laquelle se trouve aujourd'hui le pays. Le Liban est sans président de la République depuis le 25 mai 2014. Les décisions du gouvernement doivent donc toutes être prises à l'unanimité. De nombreux projets ont été suspendus en raison du veto de certains ministres. Les partis politiques sont divisés depuis 2 semaines sur les moyens de concilier la relance du travail de l'exécutif sans pour autant banaliser la vacance présidentielle. De violents combats opposent l'armée syrienne aux rebelles à Alep au lendemain d'une attaque spectaculaire contre le siège des services de renseignement de l'armée de l'air. La puissante charge explosive souterraine et les combats qui ont suivi ont fait 20 morts parmi les forces du régime et une quinzaine côté rebelles. Par ailleurs, au moins 18 civils ont été tués par un baril d'explosifs largué d'un hélicoptère du régime. Ancien poumon économique de la Syrie, la ville d'Alep est entrée dans le conflit à l'été 2012. Elle est depuis divisée entre zones contrôlées par les rebelles à l'est et celles du régime à l'ouest. Un projet de résolution qui condamne l'utilisation de gaz de chlore dans le conflit syrien. Voilà ce qu'ont proposé les États-Unis au Conseil de sécurité de l'ONU. Washington espère l'adoption de son texte dès vendredi. Il évoque le chapitre 7 de la charte de l'ONU qui prévoit des mesures punitives allant des sanctions à l'usage de la force pour faire appliquer les décisions du Conseil. Le gouvernement syrien et l'opposition armée se renvoient la responsabilité de l'utilisation de produits chimiques toxiques dans le conflit. L'Iran attend de la France une position plus réaliste sur la Syrie pour ne pas déchirer ce pays. Voilà ce qu'affirme l'ambassadeur iranien à Paris sur les ondes d'Europe 1. Ali Ahani estime par ailleurs que Bachar el-Assad est encore populaire parmi les Syriens. On l'écoute. Il est encore populaire, il a été élu. Même si vous regardez le pourcentage des élections dans le camp des réfugiés syriens au Liban, vous le voyez, plus de 64% ont voté pour. On peut avoir quelques doutes sur le processus démocratique et les élections en Syrie, compte tenu de la nature du régime de Bachar el-Assad quand même. Bon, dans le camp de réfugiés au Liban, il n'y a pas eu des zones de pression du gouvernement syrien au-dessous. Donc, quand vous voyez 64%, ils ont voté pour Bachar, c'est significatif. Donc pour vous, ce régime reste légitime. Manuel Valls, la semaine dernière, a comparé Bachar el-Assad à un boucher. Vous lui répondez quoi au Premier ministre français ? Nous entendons que la position française soit plus réaliste et fondée sur les données bien réelles, ce qui n'est pas le cas. La France se trompe aujourd'hui dans son rapport avec Bachar el-Assad ? Ce n'est pas à moi de dire s'ils sont corrects ou non, mais il a été même critiqué dans votre opinion publique par les différentes personnalités ici qu'il faut être plus réaliste à l'égard de la réalité de la Syrie, parce qu'il faut penser au peuple syrien, il ne faut pas déchirer ce pays, il ne faut pas diviser ce pays. Et Bachar el-Assad doit être un allié dans la lutte contre l'organisation État islamique, il doit être dans la coalition, aux côtés des États-Unis, aux côtés de la France, aux côtés de l'Iran ? Bon, nous ne sommes pas membres de cette coalition parce que nous avons la suspicion à propos de certains membres de cette coalition qu'ils ne sont pas vraiment sérieux et sincères. Lesquels ? Bon, permettez-moi de ne pas citer, mais vous pouvez deviner, tout est clair que si vraiment il y aura une volonté réelle de la part de tous les pays de la région, tous les membres de cette coalition, on peut lutter beaucoup plus facilement et plus efficacement contre ce groupe terroriste Daesh, qui n'a pas rien à voir avec l'islam.
Le message de John Kerry à Benjamin Netanyahou est clair. Seuls les 5 membres permanents du Conseil de sécurité et l'Allemagne, assis à la table des négociations avec l'Iran, ont leur mot à dire sur son programme nucléaire. Une fois n'est pas coutume, la véhémence du Premier ministre israélien a, semble-t-il, rapproché la délégation occidentale et la délégation iranienne, emmenée par le chef de la diplomatie Mohammad Javad Zarif. Selon John Kerry, en visite à Riyad, il y a certes d'importants fossés qu'il faut combler, mais cela ne veut pas dire que le P5+1 et Téhéran ne sont pas capables d'avancer. Un diplomate iranien enlevé au Yémen en 2013 a été libéré et rapatrié à Téhéran. Selon des sources tribales yéménites, Nour Ahmad Nikbakht avait été enlevé par des membres du réseau Al-Qaïda alors qu'il quittait son domicile de la capitale Sanaa le 21 juillet 2013. La télévision d'État a montré des images en direct du diplomate à son arrivée à l'aéroport Mehrabad de Téhéran. Dans un instant, je reçois la journaliste et présentatrice Samira Ibrahim. À tout à l'heure. Retour sur le plateau de l'info du 1640. C'est un coup de canif dans l'alliance militaire entre la Corée du Sud et les États-Unis. Et c'est l'ambassadeur américain à Séoul qui en a fait les frais. Mark Leppert a été blessé à l'arme blanche par un militant nationaliste. Armé d'un couteau de cuisine, l'assaillant a attaqué le diplomate lors d'une réunion organisée à l'Institut culturel Sejong dans le centre de la capitale sud-coréenne. Blessé au visage et au bras, l'ambassadeur américain a été très rapidement conduit à l'hôpital. Il est hors de danger. Cette attaque a été vivement dénoncée par le Conseil d'État américain, mais aussi sur place en Corée du Sud. Le suspect a été identifié par la police. Il s'agit d'un homme de 55 ans, déjà condamné pour avoir lancé une pierre sur l'ambassadeur du Japon à Séoul en 2010. Il a été placé en garde à vue et les autorités coréennes n'entendent pas minimiser l'incident qui pourrait être lié aux manœuvres militaires entre la Corée du Sud et les États-Unis. Journée de deuil national en Ukraine au lendemain de la mort de 33 mineurs près de Donetsk, dans une zone contrôlée par les séparatistes pro-russes. Tous les corps ont pu être remontés à la surface, selon l'administration locale qui a refusé l'aide de secouristes envoyée par le gouvernement à Kiev. Malgré le drame, le travail se poursuit ce jeudi à la mine de charbon de Zasyadko, frappée hier par un coup de grisou. Une explosion au gaz accidentelle alors que plus de 200 hommes se trouvaient sous la surface. La plupart d'entre eux ont pu être sauvés. En 2007, un accident similaire avait fait 3 fois plus de victimes. Les responsables de la mine ont confirmé que cette explosion au gaz n'avait aucun lien avec le conflit en cours dans l'est du pays. Et tout de suite, c'est l'interview de ce journal et je reçois la présentatrice et journaliste Samira Ibrahim. Samira, bonsoir, merci d'être avec nous sur ce plateau. Bonsoir Nour, bonsoir à tous. Merci de votre invitation. Alors vous êtes née au Liban d'un père soudanais, d'une mère égyptienne. Vous avez grandi en France. Aujourd'hui, est-ce que vous vous sentez arabe, est-ce que vous vous sentez française? Je me sens tout simplement citoyenne du monde et je fais souvent référence à ce livre qui m'est cher d'Amin Maalouf, Les identités meurtrières, parce qu'en effet, je crois que même si effectivement nous n'avons pas autant de diversité, j'imagine que je suis un cas, bon il y en a beaucoup comme moi, mais nous avons tous des identités multiples, nous les portons tous et je n'aime pas les quantifier. Je suis tout cela à la fois et ça me réjouit. Et c'est une véritable richesse. Vous avez passé les 5 premières années de votre vie ici au Liban. Est-ce que vous gardez des souvenirs de cette période? Je garde des souvenirs merveilleux, indélébiles en fait, parce que j'ai le souvenir de parfums, d'odeurs, les odeurs de l'enfance, vous savez. Il y a un auteur français qui disait « on ne se remet jamais de son enfance ». J'ai gardé vraiment le Liban, j'ai gardé Beyrouth dans mon cœur. Et oui, j'ai de grands souvenirs. J'étais dans une maternelle où je me souviens très bien, une maternelle de bonne sœur où j'apprenais le français et l'arabe. Je me souviens oui, j'ai beaucoup de souvenirs. Pourtant, j'ai quitté Beyrouth, j'avais 5 ans, mais je me souviens aussi qu'à mon arrivée à Paris, j'avais vraiment du mal à décrocher et je voulais revenir. Alors, vous avez suivi des études de droit. Rien ne vous prédestinait au journalisme. Et puis finalement, aujourd'hui, voilà, vous êtes présentatrice, vous êtes journaliste. Ouais. Parlez-nous un peu de ce parcours. Que vous dire, je ne sais pas, je pense que j'ai toujours eu en moi cette fibre parce que enfant déjà, en France, je me souviens, j'aimais beaucoup une émission qui s'appelle Envoyé spécial et je regardais cette émission, je regardais les reportages et je me disais quelle chance, c'est ce que je veux faire.
mais je ne l'avais jamais vraiment formulée. J'étais vraiment en admiration face à ces journalistes qui risquaient parfois leur vie pour nous montrer une réalité dont finalement, qui n'était pas accessible pour nous téléspectateurs. Et j'ai gardé ce souvenir et c'est finalement, il y a très peu de temps où je me suis rendu compte que j'avais eu cette idée, j'avais pensé à ça, mais je ne l'avais pas vraiment formulée. Et il est arrivé. C'est la chance de la vie, je ne sais pas, ou quand on souhaite quelque chose de très fort. J'ai présenté Envoyé spécial Maghreb, donc en Tunisie, pour une chaîne privée, Nesma TV, et j'ai pu réaliser ce rêve sans m'en rendre compte. Et aujourd'hui, je présente un magazine d'investigation. Le magazine s'appelle Investigation. Je présente également des reportages et des documentaires. Et finalement, voilà, ça fait partie de moi. J'ai eu cette chance, ou je ne sais pas si j'y suis pour quelque chose. Je pense que oui, un petit peu. Mais voilà, je fais ce dont j'ai toujours rêvé. C'est très difficile, en fait, de parler de son parcours. Je pense que c'est plutôt aux autres de vous. On n'a pas assez de recul oui. En général. C'est pas Nour. Alors aujourd'hui, vous êtes la seule femme d'origine arabe à présenter un prime time d'information à la télé française. Alors est-ce que pour vous, ça a été un obstacle déjà d'être une femme et ensuite d'être d'origine arabe? Alors il paraît, ou en tout cas c'est très clair, effectivement, quand on regarde un petit peu le déroulement de ce qui se passe dans le monde, que c'est très handicapant d'être une femme, mais moi je trouve que c'est une vraie chance d'être une femme. J'aurais pas aimé, je pense, être un homme, je suis très bien comme ça, mais effectivement, je me rends compte que finalement, toutes ces évolutions, ce sont les femmes qui se sont battues pour les avoir. C'est un petit peu comme le pouvoir se prend, il ne se demande pas. Et oui, c'est un peu compliqué. C'est vrai que c'est bizarre, on est en 2015 et on se rend compte que par rapport à de nombreuses thématiques, les choses ne sont pas vraiment encore gagnées. C'est un journaliste du Monde, il y a 2 ans et demi, qui m'avait interviewé et qui m'avait dit en fin d'interview: vous savez, jeune fille, est-ce que vous êtes consciente d'être la seule journaliste, il appelle ça les minorités visibles, des minorités visibles, à présenter un prime time d'information sur la télévision française? Alors, je pensais que c'était un compliment, qu'il voulait juste être un peu sympa avec moi. En rentrant chez moi, effectivement, j'ai vérifié. Alors, il y a de nombreuses quand même présentatrices d'origine arabe en France, mais c'est vrai que j'étais la seule présentatrice à présenter un prime time d'information. Et ça m'a un peu fait froid dans le dos, en fait, pour vous dire la vérité. Je n'étais pas du tout contente, parce que je me suis dit, waouh, il y a quand même des choses à changer. En effet. Même en France. Beaucoup de choses à changer. Mais justement, alors le fait que vous soyez d'origine arabe, donc vous parlez arabe, et ça vous permet de faire également de la radio, Monte Carlo Doualiya, où vous animez une émission en arabe, justement. Donc vous faites du journalisme en français et en arabe, ce qui n'est pas le cas de la majorité des journalistes français. Oui, alors moi je le vis comme une vraie chance parce que c'est ce que j'aime. J'ai vraiment toujours eu besoin, je pense, depuis l'enfance, de construire comme ça des ponts entre toutes ces cultures. J'ai vraiment besoin, c'est mon ADN, c'est un besoin vital d'être comme ça, dossier entre l'arabe et le français. J'adore la France, c'est mon pays d'adoption, c'est mon pays en fait. Mes références sont françaises, j'ai étudié à l'école de la République, donc c'est un pays qui m'est cher, mais les pays arabes me sont chers également et j'ai vraiment besoin des deux cultures. C'est un peu mon oxygène et j'ai besoin de me diversifier comme ça et de pouvoir passer de l'un à l'autre. Et effectivement, Monte Carlo Doualiya, c'était un cadeau aussi de la vie et voilà, je travaille depuis de nombreuses années maintenant à Monte Carlo Doualiya et je fais quelque chose que j'aime beaucoup, c'est-à-dire que je fais des interviews j'ai une émission qui s'appelle Charciat de Paris où je fais des interviews de personnalités qui sont un petit peu comme moi puisque elles sont françaises, mais elles sont aussi d'origine arabe et elles nous expliquent un petit peu leur parcours. Et en général, c'est moi qui pose les questions et je me rends compte que c'est très difficile d'être à ma place. Nous, vous ne voulez pas qu'on échange? En tout cas, vous êtes bien placé pour animer cette émission. Ça sera le mot de la fin, malheureusement. Donc, Samira Ibrahim, merci beaucoup d'avoir été l'invité de ce journal. Merci à vous, Nour. Je vous attends à mon émission Charciat de Paris à Paris pour Monte Carlo Doualiya. Entendu. Bonsoir. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. L'entente est notre meilleur choix. Une déclaration signée Tamam Salam à la reprise des travaux du Conseil des ministres après 2 semaines de suspension.
Violent combat à Alep entre forces du régime et rebelles au lendemain de l'attaque du siège des services de renseignement de l'armée de l'air. En visite à Riyad, John Kerry affirme que seul le P5+1 et Téhéran ont leur mot à dire sur le programme nucléaire iranien. Un message clairement adressé à Benyamin Netanyahou. Et puis l'agresseur de l'ambassadeur américain à Séoul placé en garde à vue, le diplomate a été blessé au couteau par un militant nationaliste. Merci de votre attention, retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous et très bonne suite de programme sur notre antenne. لن نعترف لحزب الله بأي حقوق تتقدم على حق